La philosophie arrive en Grèce après un processus de transformation très profond qui s'est déclenché donc 2 siècles avant elle, à l'époque de ceux que l'on appelle les fondateurs de cités. Ce sont des poètes. Ils écrivent des vers. Ce sont des géomètres, tous. Ce sont des fondateurs de cités, des juristes autrement dit. Et ce sont aussi, on les appelle des physiologues, c'est-à-dire des gens qui discourent sur ce qu'ils appellent la physis, ce qu'on traduit par natura en latin. L'objet de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique. Je voulais amener un globe terrestre, je l'ai oublié. Je vous aurais montré le caractère microscopique de tout cela à l'échelle de la planète. Là est en train, à ce moment-là, au 7e siècle avant Jésus-Christ, de se déclencher une réaction en chaîne, comme on dit en physique nucléaire, qui va proliférer jusqu'à nous aujourd'hui et qui maintenant est partout. Vous pouvez aller en Chine, vous pouvez aller en Afrique, vous pouvez aller au Japon, vous pouvez aller en Océanie. Vous dites Socrate, tout le monde connaît. Cela étant, les Grecs, comme vous le voyez ici, sont des colonisateurs. Ils fondent des colonies. Et ces colonies qu'ils fondent, eh bien, en les fondant, ils y inventent des façons de vivre, de nouvelles façons de vivre. Thalès, par exemple, sur lequel je vais revenir tout de suite, qui est un fondateur de cité, eh bien, le voici. Ça, c'est Thalès. Là, évidemment, c'est une reconstitution de Thalès. Et certainement une grande idéalisation. Il est magnifique, ce Thalès. Et Thalès, c'est un géomètre, tout le monde le sait, mais c'est aussi un fondateur de cité. Comme Héraclite, comme toutes sortes de présocratiques, il écrit des lois. Comme aussi John Locke, comme Jean-Jacques Rousseau, comme pratiquement tous les philosophes jusqu'au XIXe siècle. Jusqu'à un qui dira on n'écrira plus des lois politiques, on va écrire des lois économiques, qui s'appelle Karl Marx, et il change quelque chose de radicalement nouveau. Il apporte quelque chose de radicalement nouveau, et de radicalement problématique d'ailleurs, à la philosophie, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Au lycée, on apprend le théorème de Thalès. On apprend même à démontrer le théorème de Thalès. Non seulement on apprend à démontrer le théorème de Thalès, mais on apprend le théorème de Thalès que si on apprend à démontrer le théorème de Thalès. Car un savoir géométrique, c'est un savoir que les Grecs, et les Grecs philosophes en particulier, appellent un savoir apodictique, excusez-moi cette forme précieuse ou savante, apodictique voulant dire démonstratif en grec. Mais Thalès est celui, on suppose que c'est celui, on croit que c'est le premier géomètre, il y a peut-être eu d'autres géomètres avant Thalès, mais en tout cas c'est à cette époque-là, et on pense que c'est Thalès, qui a fondé une nouvelle façon de vivre et de penser, qui est de penser démonstrativement. Ça n'est que à partir de Thalès que l'on sait démontrer un théorème. Il existe une géométrie chinoise, par exemple, mais ça n'est pas une géométrie démonstrative. Et c'est ça qui fait la spécificité de la pensée grecque. Et c'est ça qui va fasciner tous les Grecs. Et qui va transformer la façon de vivre de tous les Grecs, pas simplement des philosophes, des mathématiciens ou des juristes. À l'époque d'ailleurs, je vous le redis, il n'y en a pas de philosophes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y a des penseurs. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'un géomètre? Car c'est la géométrie qui constitue le point d'entrée. Et vous savez qu'il était écrit au fronton de l'académie que nul n'entre dans cette académie s'il n'est pas géomètre. C'était parce que Platon considérait que si on n'a jamais étudié la géométrie, on ne peut pas faire de philosophie. Qu'est-ce qu'un géomètre? Eh bien, c'est un homme qui appréhende le réel, c'est-à-dire l'espace, en l'occurrence, là, le réel appréhendé dans sa spatialité, à partir de concepts qui ne sont pas réels.
Vous savez d'ailleurs qu'il existe en mathématiques ce qu'on appelle des irréels, des nombres irréels. Mais ce n'est pas seulement les nombres irréels qui ne sont pas réels. C'est tous les concepts mathématiques sont irréels, au sens où ce sont ce qu'on appellera un peu plus tard avec Platon des idéalités. L'idéalité dont je parle ici, c'est une idéalité qui tient à ce fait que, de toute évidence, le point géométrique n'existe pas. Vous êtes bien d'accord avec moi? Déjà, les Grecs considèrent que ce qui est réel, c'est ce qui est dans l'espace et dans le temps. Et nous tous, nous le considérons empiriquement. Nous disons, ça c'est réel, c'est dans l'espace et dans le temps. Je le tiens, ça a un espace, ça a une résistance d'ailleurs, etc. Être dans l'espace, ça veut dire avoir un volume, avoir un poids aussi. On est d'accord? Quel est le poids d'un point? Le point n'a pas de poids. Quelle est la surface d'un point? Elle n'a pas de surface. Ce qui permet de définir une surface, c'est précisément le point. Mais le point lui-même n'a pas de surface. Si je vous disais, dessinons une droite. A, B. En général, c'est comme ça qu'on dit en géométrie. A, B. Dessinons une droite. Ben d'abord, vous verriez tout de suite qu'elle n'est pas droite, ma droite. Elle est toute comme ça. Si c'était Fred Barbon qui la faisait, peut-être qu'elle serait un peu plus droite, mais pas beaucoup plus en fait. Parce que dans le réel, le droit n'existe pas. Et non seulement le droit géométrique n'existe pas, mais même le droit juridique n'existe pas. Dans le réel, il n'y a que du non-droit. Le réel, c'est l'injustice. On y reviendra la semaine prochaine avec les présocratiques toujours. Mais ce qui permet de penser le réel, c'est la justice. Ce qui permet de penser le réel, c'est le point géométrique, qui n'existe évidemment pas. Il n'est pas dans l'espace. Il est ce que beaucoup plus tard, Kant appellera un transcendantal, un concept transcendantal. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans l'expérience, mais sans lequel on ne peut pas avoir de rapport à l'expérience. En tout cas, pas de rapport rationnel. Donc, le point géométrique n'existe pas, ni la ligne du coup, puisque la ligne est constituée de points, ni le plan, puisque le plan est constitué de lignes, ni le volume géométrique, puisque le volume est constitué d'intersections de plans. Il n'existe pas, ce sont des idéalités, mais ils consistent. Et ils consistent tellement que cet ordinateur, ce micro, cette montre, cette caméra, et tout ce qui est là, ces murs, cette lumière qui nous tombe du ciel alors qu'on a fermé les rideaux, vient de cette consistance, de la concrétisation sociale de cette consistance, c'est-à-dire de cette intelligence. Intelligence qui a une histoire et qui, au 7e siècle avant Jésus-Christ, à travers Thalès, tout à coup accède au plan apodictique, c'est-à-dire démonstratif, de l'établissement de la consistance de ce qui n'existe pas, dans le domaine des mathématiques, en tout cas, et plus particulièrement, la considération mathématique de l'espace. Cela étant, ce qui fait l'idéalité du point mathématique, c'est qu'il est établi, ce point, avec une méthode absolument rigoureuse, d'une rigueur absolue. Une méthode qui est tellement rigoureuse qu'elle conduit à ce qu'on appelle l'évidence géométrique. Et ça, c'est le b.a.-ba, si je puis dire, de l'entrée dans le logos. Dans ce qu'on appelle le logos à l'époque des Grecs, ça veut dire la pensée. Plus précisément, ça veut dire un type de pensée qui est précisément la pensée capable de démonstration. La pensée qui est régie par le principe de contradiction, etc. Et qui se soumet à une règle d'établissement d'une vérité, en grec aletheia, qui n'est plus une vérité reçue par la tradition comme ça de prêtres rois, de magiciens, de mystagogues, de dogmatiques ou de je ne sais pas quoi, mais une vérité qui n'est vraie que si je l'ai retrouvée moi-même par moi-même. Sinon, ça n'est pas une vérité. C'est ça la base de la pensée grecque. Je ne dis pas encore de la philosophie, je dis des présocratiques. Mais c'est ce que la philosophie va clarifier contre les sophistes. Cette évidence à laquelle, en principe, un bon prof de maths fait accéder les enfants dans nos collèges. Je dis en principe parce que je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas.
j'entends de plus en plus dire que dans les collèges, on apprend à utiliser des logiciels, on apprend à... etc. Et de moins en moins, on se confronte à l'évidence. Donc parfois, d'ailleurs, je me demande si les profs eux-mêmes en ont encore la notion de cette évidence. Mais si on n'a pas fait l'expérience de la découverte d'une évidence géométrique, on ne comprend rien à ce que c'est que l'Occident. Absolument rien. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'établissements scolaires où on n'enseigne plus ça. Et c'est extrêmement grave. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe noétique. Ça veut dire spirituelle au sens où, chez les Grecs, l'esprit et l'entendement, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une catastrophe de l'intellect. On traduit nous par intellect, mais ça veut dire aussi esprit. Qu'est-ce que l'intellect géométrique, qui va se généraliser ensuite à la physis, au droit, et finalement à ce qui va s'appeler 2 siècles plus tard la philosophie, rend possible? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la théorie. La théorie, qui vient de théoréin, qui veut dire contempler, c'est le verbe qui est à l'origine le radical du mot théâtre aussi, dont je parlerai tout à l'heure, le théâtre. La théorie, c'est une façon de regarder les choses qui repose sur une exigence de rigueur, qui sait ce que c'est que l'évidence démonstrative, qui a fait l'expérience de l'évidence démonstrative, qui sait aussi qu'il y a des champs qui ne sont pas démontrables. Jamais, par exemple, aucun grec ne pensera pouvoir démontrer l'efficience théâtrale d'une tragédie. Jamais Aristote n'a ambitionné, il a écrit un traité sur le théâtre absolument fondamental qui s'appelle la poétique, jamais Aristote n'a ambitionné de démontrer, par exemple, une pièce de Sophocle était meilleure qu'une autre, ou que Sophocle était meilleur qu'Euripide. Mais, en revanche, c'est depuis l'expérience de la géométrie et de la démonstration géométrique que le théâtre grec est possible. Et c'est depuis l'existence de ce qu'on appelle des théorèmes. Qu'est-ce qu'un théorème? C'est ce qui établit une idéalité géométrique, une idéalité mathématique plus généralement, une idéalité scientifique même, parce que depuis l'algébrisation et la mathématisation de la physique à la Renaissance, on parle d'idéalité également en physique, et puis maintenant on en parle aussi en biologie, etc., qui permet d'établir l'évidence de cette idéalité et de sa consistance par une démonstration, ou par un discours contradictoire conduisant à un accord scientifique entre pairs. Ces pairs s'appellent les scientifiques. On n'entre pas dans cette parité comme ça en claquant des doigts. Quand on ne connaît pas la géométrie, on ne la ramène pas en géométrie. Il faut, à partir de là, dans la société grecque ancienne, des écoles. Les écoles apparaissent très très tôt en Grèce ancienne. Selon Henri Irénée Marou, il est certain qu'elles existent au VIe siècle, mais peut-être même au VIIe siècle, parce que dès lors qu'on vit dans une société qui repose sur le rapport aux idéalités et à la démonstration, il faut que tout le monde soit introduit à ces savoirs par lui-même, et donc qu'il passe du temps à l'école.